Si on se balade aujourd'hui à Paris, près la station de métro Maubert Mutualité, on y trouve un marché super animé, des rues pleines de charme. Mais ce qu'on ne sait pas toujours, c'est que ce quartier cache un secret assez révolutionnaire. C'est l'histoire de la naissance complètement improbable de l'université moderne. Alors, pour comprendre ça, il faut remonter le temps. La question qui est vraiment au cœur de tout ça, elle est un peu folle. Comment est-ce qu'une simple dispute pour une histoire de vin trop cher a pu déclencher une chaîne d'événements qui a littéralement façonné l'éducation pour les siècles à venir? Voilà la place Maubert telle qu'on la connaît. Un marché, des petits cafés, c'est vraiment le cœur qui bat dans le quartier latin. C'est l'image d'Épinal de Paris, pleine de vie. Mais maintenant, imaginez, on fait un bond de 800 ans en arrière. Ce même endroit, eh bien, ce n'était rien de plus qu'un grand champ boueux sur la rive gauche. Pas de beaux bâtiments, non, juste un espace à ciel ouvert où, sans que personne ne s'en doute, l'avenir de la connaissance en Europe était en train de se jouer. Et ce qui est génial, c'est que les noms de rues nous racontent encore cette histoire. La rue du Foire, par exemple, elle tire son nom du mot fourrage. Pourquoi? Tout simplement parce que les étudiants s'asseyaient sur des bottes de paille pour écouter leur maître. C'était leur salle de classe, en plein air. Et le nom Maubert, alors? Eh bien, c'est une contraction de Magister Albertus, c'est-à-dire Maître Albert. Il a été l'un des tout premiers profs un peu rebelles à défier l'autorité de l'Église en décidant de s'installer là, sur la rive gauche, pour enseigner en toute liberté. Et cette citation, elle résume tout. Maître Albert a littéralement préféré donner ses cours les pieds dans la boue, qu'il pleuve ou qu'il fasse un soleil de plomb, plutôt que de se plier aux règles strictes de l'école de la cathédrale Notre-Dame, juste en face, sur l'île de la Cité. C'était le début d'une quête folle d'indépendance intellectuelle. Et son idée a eu un succès, mais phénoménal. Figurez-vous que près de 42 000 étudiants de 15 à 50 ans sont venus de toute l'Europe pour étudier à Paris. La ville est devenue, sans aucune discussion possible, la capitale intellectuelle du monde occidental. Mais attention, cette concentration d'étudiants, ce n'était pas de tout repos. L'évêque Jacques de Vitry, complètement horrifié, a décrit ce Paris médiéval comme une ville chaotique. Il raconte que les étudiants de toutes les nationalités se battaient pour un rien et que dans la même maison, on pouvait trouver une école à l'étage et une maison de passe juste en dessous. L'ambiance était, disons, explosive. Et c'est dans ce contexte hyper tendu qu'un événement va tout faire basculer. La Grande Grève, qu'on appelait la Sécession de 1229. Et tout ça à cause d'une dispute dans une taverne qui va se transformer en véritable affaire d'État. Alors, voilà le déroulé des faits. Tout part d'une bagarre, somme toute assez banale, entre des étudiants un peu éméchés et un tavernier en février 1229. Sauf que la réaction de la reine, Blanche de Castille, est totalement disproportionnée. Elle envoie sa garde, qui tue des étudiants qui n'avaient rien à voir. Et là, c'est l'impensable qui se produit. Tous les maîtres et les étudiants, en bloc, quittent Paris. Pendant 2 ans, la capitale intellectuelle de l'Europe est devenue une ville fantôme. Il a fallu que le pape Grégoire IX en personne s'en mêle pour régler le conflit. Et le 13 avril 1231, il publie cette fameuse bulle papale. C'est un document absolument historique. Pour la première fois, on reconnaît officiellement l'université comme une entité indépendante, qui a le droit de faire grève, de voter ses propres règles et surtout d'être protégée des pouvoirs locaux, que ce soit le roi ou l'évêque. L'université moderne était née. Après cette énorme victoire, des dizaines de collèges ont commencé à pousser un peu partout. Mais il y a un nom qui, au final, a complètement éclipsé tous les autres. Voyons un peu comment la Sorbonne est devenue le symbole même de l'université. En fait, le succès de la Sorbonne, il tient à la vision de son fondateur, Robert de Sorbon. Contrairement aux autres collèges, qui étaient souvent juste des œuvres de charité pour loger des futurs prêtres, la Sorbonne, elle, avait une mission purement pédagogique, former des esprits brillants, avec une vraie rigueur intellectuelle. C'est cette exigence d'excellence qui a forgé sa réputation et son héritage jusqu'à aujourd'hui. Et ce succès incroyable de la Sorbonne a fait de l'ombre dizaines d'autres collèges qui existaient à l'époque, près de 75 en tout. La plupart ont disparu, c'est vrai, mais si on ouvre bien les yeux, leurs fantômes hantent encore les rues du quartier latin. C'est la preuve que l'histoire est vraiment sous nos pieds. Par exemple, au 21 rue Valette, on peut toujours voir l'escalier par lequel un jeune étudiant, un certain Jean Calvin, s'est enfui pour échapper à une arrestation. Ailleurs, on tombe sur les ruines d'une chapelle ou une entrée quasi intacte, vieille de plus de 700 ans. Ces traces sont partout, il suffit juste de savoir où regarder. Cette révolution des idées, elle s'est accompagnée d'une autre révolution, civique cette fois, menée par le roi Louis IX, qu'on connaît mieux sous le nom de Saint-Louis. Il a dû mettre de l'ordre dans une ville qui était en pleine explosion. Il faut s'imaginer, Paris à cette époque, c'était 160 000 habitants. C'était une métropole gigantesque pour le Moyen-Âge. Et gérer la sécurité, l'administration, c'était devenu un vrai casse-tête. Le roi devait absolument trouver une solution pour gouverner cette ville en ébullition. Et la solution de Saint-Louis a été de créer 2 postes clés. D'un côté, le prévôt des marchands qui était élu par les bourgeois pour gérer tout ce qui était commerce. C'est l'ancêtre direct de notre maire de Paris. Et de l'autre, le prévôt de Paris, nommé par le roi pour s'occuper de la justice et de la sécurité. Lui, c'est l'ancêtre du préfet de police.
Et le point essentiel à retenir, c'est ça, les fondations du Paris moderne, que ce soit sur le plan intellectuel ou administratif, ont été posées exactement à ce moment-là, au cœur de ce chaos hyper créatif. L'université et la mairie d'aujourd'hui sont les héritières directes de ces transformations du XIIIe siècle. Et tout ça, ça nous laisse avec une dernière réflexion. De la place Maubert à la préfecture de police, l'histoire est gravée dans la pierre de la ville. Ça donne envie de se demander quelles autres révolutions, quelles autres histoires secrètes se cachent juste là, sous nos yeux, et n'attendent que d'être redécouvertes.